Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Ce mois-ci, dans les sorties DVD Blu-ray, le 1900 de Bernardo Bertolucci, édité chez Wildside, que nous évoquons en compagnie du journaliste et critique Alex Masson, ainsi que le coffret Claude Berry, édité chez Pathé. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous débutons avec 1900 de Bernardo Bertolucci qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Son film Somme, réalisé en 1976, que Wildside édite dans une très très belle édition DVD Blu-ray. Film interprété par Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli, notamment Dominique Sanda, Sterling Hayden, Burt Lancaster. Enfin, le casting est impressionnant. Une fresque de plus de 5 heures sur les tourments historiques et politiques de la première moitié du XXe siècle, vécu par deux amis, l'un bourgeois, l'autre paysan, que les événements vont progressivement éloigner. Et pour nous parler de ce film majeur et de Bernardo Bertolucci, nous avons par téléphone Alex Masson, journaliste et critique de cinéma, notamment pour Nova et Cinématiseur. Alex Masson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Bertolucci vient donc de nous quitter. Selon vous, quelle trace va-t-il laisser dans l'histoire du cinéma ? C'est une grande question dans la mesure où c'est un cinéaste qu'on connaît peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Je veux dire que là on le voit depuis son décès où tout le monde revient sur la fameuse histoire avec Maria Schneider sur le dernier tango à Paris, et du coup ça occulte beaucoup ses films précédents, surtout que lui-même a eu des carrières différentes. Je veux dire qu'il y a tout un premier penchant déjà ce qu'il a fait avant de réaliser, quand il est assistant pour entre autres Pasolini sur Hackathon, quand il est scénariste pour Sergio Leone par exemple avec Dario Argento sur Une fois dans l'Ouest, quand il commence à faire des films qui vont mêler politique, sexualité, société, en gros aller de Marx à Freud, et une seconde carrière après, quand il se lance dans des fresques, on va dire, plus visuelles, comme Le Dernier Empereur par exemple. Sa carrière est très très large. Sa carrière est très large, éclectique, il y a une partie en Italie, majeure à partir des années 60, et Prima della Rivoluzione qui le révèle, puis les années 70, Le Dernier Tango à Paris, vous l'avez mentionné, avec évidemment ce tournage mouvementé vécu par Maria Schneider. Voilà, le tournage se passe difficilement, le film a un accueil, on va dire, contrasté, mais c'est un succès, et le succès du Dernier Tango à Paris lui permet d'envisager une fresque assez monumentale, 1900, qui est sans compter son œuvre la plus démesurée, plus de 40 semaines de tournage, un casting international que j'ai cité tout à l'heure, un film donc dans sa durée de plus de 5 heures. Est-ce que le succès du Dernier Tango lui a à l'époque donné la folie des grandeurs ? Peut-être pas la folie des grandeurs, mais en tout cas c'est ce succès qui est mondial. Faut pas oublier que le film fait scandale un peu partout, au point d'ailleurs d'avoir été interdit en Italie. Genre qu'il y a une loi, il y a un moment, il y a une demande d'un juge pour brûler les copies du Dernier Tango qui existait en Italie. Mais c'est un succès mondial, et c'est ce qui fait que Alberto Grimaldi, qui est son producteur à l'époque, va pouvoir s'associer avec la Fox, United Artists et la Paramount pour monter 1900 sur un casting gigantesque qui est aussi international. Genre sans Le Dernier Tango à Paris, il y aurait peut-être pas eu 1900. Le malheureux hasard de ça, c'est que 1900 derrière, quand il sort, c'est un film qui a été relativement vite oublié. Alors que c'est effectivement son film Somme, son film Masse, son film le plus important. Et pourquoi, selon vous, a-t-il été oublié ? D'abord, on peut peut-être d'ailleurs rappeler comment le film a été reçu à l'époque. Alors, c'est ça la question, c'est que déjà le film qui a été vu à cette époque-là n'est pas celui que Bertolucci envisageait, puisque déjà au départ, il l'envisageait même pas comme un film, mais comme une série télé, déjà à l'époque, il aurait dû faire 5 ou 6 heures, vu l'ampleur du sujet, parce que traiter le 20e siècle, mais si ça s'appelle 1900, c'est déjà très ample, mais surtout, quand la Paramount voit le film, et qu'elle s'aperçoit qu'elle a un film qui est à la fois quelque chose qui est dans le lyrisme et dans les grandes fresques à la Visconti, mais aussi un film très politisé, mais aussi un film très cru, mais aussi
aussi un film qui, quelque part, s'inspire aussi du Nouvel Hollywood dans la manière de montrer les choses, dans la manière d'avoir une forme de réalisme et parfois une brutalité, tout en étant opératique. Le souci, c'est que les studios américains ne veulent pas sortir un film de 5 heures, parce que commercialement, c'est impensable, et qu'en plus, il y a un contrat qui a été signé par la Paramount avec Grimaldi qui dit, nous, on sort un film au maximum de 3h15. Donc on a un film qui va être tronqué, qui va connaître 3-4 versions. Donc le film qu'on a vu à cette époque-là, notamment quand il a été montré à Cannes, c'est pas forcément le film qu'envisageait Bertolucci au départ. Donc il y a déjà un problème, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à voir ce film dans sa globalité, dans sa version complète, parce qu'il y a eu plusieurs montages qui sont arrivés là-dedans. Après, il y a cette idée aussi de ce que le film raconte de l'époque et de l'Italie de l'époque. Parce que l'Italie à l'époque, quand le film sort, c'est un moment qui est très très compliqué. On est dans les années de plomb, donc ce que ça raconte à ce moment-là, vu que le film est quand même un film très désillusionné, c'est pas simple non plus. Ce qui est plutôt étonnant, c'est de voir que ce film-là, finalement, il fait écho à Il était une fois dans l'Ouest, donc que Bertolucci a coécrit, parce que là aussi, c'était un film sur la fin d'un siècle, sur la fin de nouvelles mœurs, sur une forme d'une violence sociale, politique qui allait arriver. Ces deux films sont en écho, très clairement. Avec le recul de 1976, donc date de la sortie du film, à aujourd'hui, comment on peut interpréter justement l'aspect politique du film ? Vous en avez un peu parlé, mais enfin, il est quand même très présent. C'est un film essentiellement là-dessus. Genre qu'il y a ce côté de vouloir faire une fresque opératique. Genre, c'est pas anodin si, par exemple, Bertolucci demande à Lancaster de jouer un espèce d'aîné dans le film. C'était aussi une manière d'en terminer avec le cinéma de Visconti, qui était des grandes fresques opératiques. Et il faut pas oublier que Bertolucci, si sous-tend son cinéma de tout le temps, de tous ses films, pardon, c'est aussi son histoire à lui, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui venait d'un milieu bourgeois, mais qui était marxiste. Donc il y avait ce côté de comment est-ce qu'on échappe à son milieu, comment on a une relation amour-haine à son milieu, qui a baigné tous ses films quasiment. Jusqu'à en tout cas 1900. Après c'est peut-être plus différent. Mais jusqu'à 1900, il y a cette thématique qui est là, et le film est lui très très lié justement à des mouvements politiques, parce qu'il est clairement lié aussi à l'histoire de la formation du Parti communiste en Italie, qui à cette époque-là avait une vraie force, une vraie importance. Le revoir par contre aujourd'hui avec 40 ans d'écart, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut faire aussi un parallèle avec un autre cinéaste dont Bertolucci a été assistant, qui est Pasolini, parce que le film s'appelle 1900 mais s'ouvre un tout petit peu, parce qu'il fonctionne en flashback, sur le jour de la libération, le 28 avril 45, si je me rappelle bien, mais il correspond aussi sur le jour où c'est la fin de la République de Salo, donc la République de Mussolini, qui est aussi un des plus grands thèmes de Salo. Genre que les deux films sont très très proches, même si très différents dans la forme et dans ce qu'ils montrent, mais ils sont très très proches sur les inquiétudes d'une révolution sociale qui n'arrive pas finalement. Et puis dans le film, il y a aussi un aspect esthétique évident, c'est une œuvre très picturale, magnifiée par la photo de Vittorio Storaro, pardon. Bertolucci voulait, disait-il, visualiser la vie d'un homme à travers les saisons, et c'est vrai que dans cette nouvelle version restaurée et avec un nouvel étalonnage supervisé par Storaro, on est quand même assez ébloui par la recherche visuelle et picturale du film. Et là aussi, on revient sur un versant politique, parce que le film donc s'arrête sur la libération quasiment, la fin de la guerre, et ça se passe au printemps, alors que l'arrivée des mouvements fascistes, ça se passe en hiver. Symboliquement, c'est pas anodin non plus tout ça. Oui, et d'un autre côté, il y a aussi cette force dans le film, ce qui est admirable chez Bertolucci, aussi c'est sa maîtrise du temps, pour donner envie aux spectateurs qui n'auraient pas le courage, entre guillemets, de regarder 5 heures de fresques politiques et intimes, leur donner l'envie de le regarder, c'est qu'on a tout simplement, enfin en tout cas selon moi, le sentiment qu'il pourrait presque durer 5 heures de plus, que j'exagère un peu, mais que ça ne nous poserait pas plus de problèmes. Il y a une maîtrise quand même dans la narration qui est assez étonnante. Qui est d'ailleurs quasiment la même que celle d'un autre cinéaste qui a des liens avec l'Italie un peu familialement, qui est Coppola. C'est-à-dire que si on rapproche, les films n'ont pas grand-chose à voir dans le genre, mais si on rapproche les deux parrains mis bout à bout et les deux époques de 1900 mis bout à bout, finalement ça raconte aussi plus ou moins cette chose-là. C'est-à-dire qu'effectivement, comment les hommes résistent au temps, comment les hommes résistent à leur milieu, comment les hommes résistent à un pouvoir, comment les hommes résistent à un diktat. Les films sont très proches, y compris dans le côté très opératique de la chose. Et c'est ce qui rend effectivement 1900 un film extrêmement digeste malgré ses 5 heures. En effet, une œuvre d'une ampleur et d'une puissance assez considérable, à redécouvrir donc en version restaurée 4K, accompagnée de très nombreux suppléments, dont une longue interview de Bertolucci, réalisée quelques mois
mois avant sa mort, ainsi que des entretiens avec Vittorio Storaro, Gianluca Farinelli, Donald Sutherland et même Robert De Niro. Alex Masson, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Forza avanti, tutti insieme! Siamo donne, paura non abbiamo, siamo dei nostri figli, siamo dei nostri figli, se vede siamo donne, paura non abbiamo, siamo dei nostri figli, in Lega ci mettiamo, poi io e la Lega crescerà, e altri socialisti, poi io e la Lega crescerà, e altri socialisti vogliamo libertà, la libertà non viene perché non c'è l'unione, non mi ricordo noi, volete ammazzarci tutte, di qui non passerete! Autre sortie DVD et idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année, le coffret Claude Berry qui réunit les 21 films du cinéaste, soit l'intégrale, dans laquelle on peut bien sûr retrouver Le vieil homme et l'enfant, Le pistonné, Le cinéma de papa, mais aussi Je vous aime, Ciao Pantin, Manon des sources, Jean de Fleurette, Uranus, Germinal, et puis ces films plus récents comme Une femme de ménage ou L'un reste, l'autre part. Producteur tout puissant, Claude Berry était le dernier nabab du cinéma français. Il a produit Tess de Polanski, L'ours de Jean-Jacques Hano et La Reine Margot de Patrice Chéreau, ainsi que d'énormes succès comme les deux premiers Astérix ou Bienvenue chez les Ch'tis. Mais il se considérait avant tout comme un réalisateur, d'où cette très belle édition et ce très beau coffret chez Pathé. Berry, en effet cinéaste, démarre assez jeune, à 29 ans. Il se lance dans la mise en scène et crée Rennes Productions pour financer son premier court-métrage, Le Poulet, en 1962, qui remportera un Oscar à Hollywood. Et puis 5 ans plus tard, c'est son premier long-métrage, Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon, dans lequel il raconte l'émouvante relation entre un vieux grincheux antisémite et pétiniste, joué par Simon, et un petit garçon juif. Le succès est total, à la fois public et critique. Dans les années 70, Claude Berry continuera dans une veine très autobiographique, avec Le pistonné, Le cinéma de papa ou Le mal du siècle. Et puis au début des années 80, après évidemment Je vous aime et surtout Ciao Pantin, dans lequel il révèle la face sombre de Coluche, il va devenir une sorte d'empereur du cinéma patrimonial français et des œuvres patrimoniales françaises, avec bien sûr le diptyque Jean de Fleurette, Manon des sources en 1986, adapté de Marcel Pagnol, puis ensuite Uranus en 1990, qui réunit un casting éblouissant, adapté de Marcel Aimé, Germinal en 1993, adapté bien sûr de Zola, et Lucie Aubrac en 97 sur la Résistance. Et puis en fin de carrière, ce seront à nouveau des films plus intimes, comme la débandade, Une femme de ménage, ou encore L'un reste, l'autre part. Donc une œuvre riche vraiment à redécouvrir dans ce très beau coffret édité chez Pathé, coffret d'ailleurs qui regorge de bonus, avec notamment un entretien avec Alain Cohen pour Le vieil homme et l'enfant, un documentaire inédit réalisé pour l'occasion par notre camarade Jérôme Ouibon, mais aussi sur Ciao Pantin des entretiens avec l'équipe du film, le making-of de Germinal ou de celui d'Une femme de ménage. Bref, une édition donc très très complète de ce très beau coffret Claude Berry, édité chez Pathé. Passez-moi un Styanax, on va filer en douce. T'es devenu fou, mais qu'est-ce que t'as? Ce que j'ai, je vais te le dire, ce que j'ai. Je suis poète, Parfaitement, je suis poète, Passez-moi Astyanax, on va filer en douce.
Enfin, bien sûr, tu comprends rien, mais ça, c'est un verre. Ça s'appelle un verre. Et quand j'aurai trouvé le deuxième, eh ben j'en aurai 2. Et quand j'en aurai 30, quand j'en aurai 50... Oh, 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 oh. Dire qu'il a fallu qu'on se mette dans la limonade en 33, que la guerre éclate en 39, que la ville soit bombardée en 44, pour que moi, je devienne poète. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.